La littérature, témoigner, pour se libérer, ouais. Aussi dessiner, il y a l'art, la littérature. Il y a la religion aussi. Ouais. Oui, mais là, on parle de... Oui, mais là, on parle de résister contre ça. Mais tu parles de... Qu'est-ce que vous avez compris par déshumaniser? C'est qu'ils veulent enlever toutes... Ils veulent les transformer en bêtes. Voilà, les rendre ils veulent les anonymes. transformer en bêtes. Donc le but, c'est qu'il faut bien falloir montrer qu'est-ce qui les transforme en bêtes et comment on résiste à la déshumanisation. Okay. C'est pas la même chose. Non, tu mélanges une idée. Le camp de Natzweiler est situé dans le massif des Vosges, dans une Alsace qui était alors rattachée au Reich. Il est situé sur le versant nord, dans un lieu isolé, particulièrement froid. Dans le camp, les détenus étaient isolés les uns des autres. Pour limiter la solidarité entre les différents détenus, les nazis les mélangeaient volontairement. Les différents détenus étaient identifiables par leur triangle de couleur, comme le montre cet extrait de Primo Levi. Nous avons vite appris que les occupants du lager se répartissaient en 3 catégories. Les droits communs portent à côté de leur numéro, cousu sur leur veste, un triangle vert. Les politiques, un triangle rouge. Les juifs portent l'étoile juive, rouge et jaune. Certains détenus étaient aussi isolés de leur famille, de leurs proches, comme les NN qui signifie Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Ce qui veut dire que eux ne pouvaient même pas communiquer et leurs proches ne savaient même pas s'ils étaient encore morts ou vivants. Il y avait plusieurs moyens de résister à l'isolement. Les détenus pouvaient résister à l'isolement grâce notamment à une radio, comme le montre l'extrait du témoignage de Charles de l'Église et de Marcel Nevisas, déportés à Buchenwald. C'est de cet équino que pendant plus de 15 mois, nous ravitaillerons le camp en nouvelles fraîches. Car, dans la cabine, il y a un magnifique poste radio. Nous l'avons bricolé pour capter les émissions alliées. Ils résistaient aussi à l'isolement grâce à la solidarité en partageant la nourriture, comme le montre le témoignage de Pierre Rollinet, détenu à Natzweiler. Tous les soirs, chaque déporté prélevait un petit morceau de pain, de la dimension d'un ongle, de sa maigre ratio. Tous ces morceaux collectés à chaque repas et regroupés permettaient pendant un certain temps de soutenir des camarades particulièrement épuisés et qui passaient une période difficile. Lors de la construction du camp, les détenus ont dû transporter des matériaux de construction de l'auberge provisoire jusqu'au camp, tout en étant étroitement surveillés. Ce sont eux qui étaient chargés de construire les routes. Ce chemin est celui que les détenus empruntaient pour convoyer les matériaux. Le travail à la carrière était très brutal. Les détenus prenaient sans cesse des coups par les capots et les SS, comme en témoigne un des dessins reproduits de mémoire par Rudolf Naes, Les Témoins. Parfois, les commandos pouvaient être très éprouvants, comme le Kartoffelkeller, une sorte de bunker souterrain construit sous l'esplanade devant le camp dont personne connaît l'utilité finale. Les détenus étaient en permanence soumis à la faim. Ils ne disposaient que de très faibles rations de nourriture, mais certains détenus, comme le cite Primo Levi dans son livre « Si c'est un homme », arrivaient à organiser diverses combines pour ramener plus de nourriture à leurs camarades. Tel un limier, Templer sut au départ une piste imperceptible, et revint immanquablement avec quelques nouvelles précieuses. Ce sont les ouvriers polonais du méthanol, à 2 kilomètres de là, qui ont laissé 40 litres de soupe parce qu'elle avait un goût de rance. Ou bien c'est un wagon de navet qui est resté abandonné sans surveillance sur la voie de garage des cuisines de l'usine. Robert Antelme évoque la résistance à l'épuisement. Le seul but de chacun est donc de s'empêcher de mourir. Le pain qu'on mange est bon parce qu'on a faim, mais s'il calme la faim, on sait et on sent aussi qu'avec lui la vie se défend dans le corps. Robert Antelme est un auteur qui a été déporté à Buchenwald puis à Gandersheim.
Dans son livre « L'espèce humaine », il parle des actions que les détenus peuvent faire pour résister à la mort. On n'a rien à faire, mais il faut rester dehors, c'est cela l'important. Nous devons rester ici, par petits groupes, agglutinés, les épaules rentrées, tremblants. Le vent dans les ébrés, la mâchoire se paralyse. La cage d'os est mince. Il n'y a déjà presque plus de chair dessus. La volonté subsiste seule au centre, volonté désolée, mais qui seule permet de tenir. Volonté d'attendre que le froid passe. Il attaque les mains, les oreilles, tout ce qu'on peut tuer de votre corps sans vous faire mourir. Le froid, SS, volonté de rester debout. On ne meurt quand même pas debout. D'autres actions, plus spectaculaires, pouvaient conduire certains détenus à limiter l'effort de guerre nazi en sabotant le travail dans les usines d'armement. Par exemple, 3 Françaises d'un commando de Ravensbrück sabotèrent une presse dans une usine d'armement. Elles reçurent 25 coups de matraque. Dans le même temps, le commandant du camp envoya un rapport à Berlin, et la réponse revint avec l'ordre de pendre les trois femmes, parmi elles Simone Michel Lévy, grande résistante jurassienne. Dans l'ouvrage La résistance en enfer, Max Nevers évoque l'arrivée au camp. À notre arrivée au camp, le spectacle de ces ombres qui n'avaient rien gardé d'humain, qu'une apparence gelée, fut notre premier commencement. Ce modèle du négatif absolu nous offrait brutalement la représentation de ce qui, vraisemblablement, serait notre fin. Les nazis déshumanisaient les détenus par des appels interminables de jour et même parfois de nuit. Paul Kern, ancien déporté de Neuengamme, témoigne. Les appels du soir étaient terriblement pénibles. Après 12 heures de travail, et avec la faim et le froid, il nous fallait demeurer souvent 2 heures, parfois 3, debout, sans faire un mouvement. Les nazis frappaient parfois les détenus sans raison ou parce que ces derniers avaient enfreint le règlement absurde du camp. Les punitions sont variées. Suppression de nourriture, envoi dans un commando de travail particulièrement dur, bastonnade, enfermement au cachot, torture, pendaison publique, etc. Les fortes densités dans les camps, l'entassement des détenus dans les baraques, la promiscuité étaient des éléments de déshumanisation. Dans un camp de concentration, si l'individu peut être isolé, il n'a néanmoins plus d'intimité. Jorge s'emprunte dans son récit Le mort qu'il faut et écrit à ce sujet. Pas un seul acte de la vie privée ne pouvait être accompli autrement que sous le regard des autres. Il n'importait que ce regard fût, à l'occasion, fraternel ou apitoyé, c'est le regard en lui-même qui était insupportable. Comment résister quand on nie votre humanité ? Primo Levi s'interroge. Plus rien ne nous appartient. Ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures et même nos cheveux. Si nous parlons, ils ne nous écouteront pas. Et même s'ils nous écoutaient, ils ne nous comprendraient pas. Ils nous enlèveront jusqu'à notre nom, et si nous voulons le conserver, nous devons trouver en nous la force nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions, subsiste. Comment préserver son humanité ? C'est une question centrale dans les témoignages littéraires. Jorge Semprun, dans Le mort qu'il faut, évoque 2 façons d'échapper déjà au manque d'intimité et de s'isoler en soi-même. S'évader dans la béatitude fugace d'une promenade solitaire, et, outre la promenade, il n'y avait qu'un autre moyen de tromper l'angoisse gluante de la promiscuité perpétuelle. C'était la récitation poétique, à voix basse ou à voix haute. Il y suffisait d'un peu de mémoire. Plusieurs milliers de dessins réalisés dans les camps ont été retrouvés. Ils montrent la volonté de témoigner, mais aussi de pratiquer un art. Les pratiques culturelles comme l'écriture, le dessin ou bien la religion ont permis à de nombreux détenus de renouer avec une humanité que les nazis voulaient confisquer. À Ravensbrück, Jeannette Lerminier dessine ses co-détenus dans des poses élégantes. À Natzweiler, c'est Henri Gaillot, professeur de dessin, résistant, qui témoigne des conditions de détention.
Dans son livre « L'espèce humaine », Robert Antelme raconte comment un de ses compagnons de bloc, Francis, fut incité, un soir, à réciter un poème devant ses camarades. Il tenait son calot dans sa main et paraissait intimidé. Il resta un instant ainsi, attendant que le silence se fasse. Mais dans le fond du bloc, les conversations continuaient. Alors il s'est tout de même décidé à commencer. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Dans le système concentrationnaire, tuer est un objectif principal. La mort pouvait être une sentence contre les détenus qui tentaient de fuir ou pour acte d'insubordination. Ces exécutions avaient lieu en public dans le but d'intimider les autres détenus. La potence se situait près de la place d'appel, de sorte à ce que tous les détenus puissent voir l'exécution. Ici, certains détenus travaillaient au sein d'un commando de terrassement, particulièrement éprouvant. Certains détenus, entraînés par le poids de leur charge, furent poussés de force par des gardes et abattus froidement pour tentative de fuite. Ce ravin fut surnommé le ravin de la mort. Au camp de Natzweiler, l'estimation totale de décès était de l'ordre de 40% des effectifs, soit 19 à 20 000 détenus sur 52 000 au départ. Cette forte mortalité est due au travail particulièrement épuisant, au manque de nourriture, au manque d'hygiène qui entraînait de graves maladies qui s'aggravaient à cause du manque de soins. Ce camp fut le théâtre d'une répression féroce de la résistance. Au soir du 1er septembre 1944, 107 membres du réseau Alliance sont amenés par camion au camp de Natzweiler. Dans le bloc 14, qui fait face au crématoire, les détenus assistent à la scène et entendent des coups de feu qui suivent l'entrée des premiers hommes. Après leur exécution, les membres du réseau Alliance ont été brûlés dans le four crématoire pour dissimuler leur mort. Les détenus du bloc 14 ont vu la cheminée du bloc crématoire rougir toute la nuit. Si les camps de concentration furent meurtriers, les camps d'extermination furent des usines à tuer. Le but de ces camps est la solution finale, la mort massive. Elie Wiesel a été déporté à Auschwitz, puis Birkenau. Dans son ouvrage, La nuit, il témoigne de l'horreur. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Peut-on résister à la mort? La littérature prouve que l'on peut lutter contre l'oubli, comme le montrent les auteurs tels que Lévy, Antelme ou encore Wiesel, qui dit « Se taire est interdit, parler est impossible ». Ces auteurs ont témoigné de leur déportation dans le camp pour lutter contre l'oubli. Ils incitent donc les générations futures au devoir de mémoire dans le but de ne pas reproduire un tel cataclysme. Pour Robert Antelme, l'expérience de la résistance dans les camps prouve que si on peut tuer des hommes, on ne peut pas tuer l'humanité. Puisque la pire victime, écrit-il, ne peut faire autrement que de constater que dans son pire exercice, la puissance du bourreau ne peut être autre que celle de l'homme, la puissance de meurtre. Il peut tuer un homme, mais il ne peut pas le changer en autre chose.